Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. Sa Majesté le roi Abdallah II est au Maroc pour une visite d'amitié et de travail de 2 jours à l'invitation de Sa Majesté Mohammed VI. Le souverain du royaume hachémite de Jordanie est arrivé il y a quelques instants à l'aéroport Mohammed V de Casablanca où il a été accueilli par son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Le parti RND, principal allié du président algérien, a réclamé la démission d'Abdelaziz Bouteflika, une annonce qui intervient au lendemain de la déclaration du chef d'état-major de l'armée qui a appelé à déclarer vacant le poste du président. La grève dans le secteur de l'éducation nationale se poursuit malgré les réunions qui s'enchaînent. Le ministre de l'Éducation nationale, Saïd Hamzazi, a tenu ce mercredi une conférence de presse sur la situation des enseignants des académies régionales. Nous terminerons cette édition avec Travel West, une exposition qui réunit 33 artistes de 18 pays d'Afrique et qui constitue un panorama de la création récente d'artistes du continent et de sa diaspora. Madame, Monsieur, bonsoir. Le souverain du royaume hachémite de Jordanie est au Maroc pour une visite d'amitié et de travail à l'invitation de Sa Majesté Mohammed VI à sa descente d'avion à l'aéroport international Mohammed V. Le souverain hachémite qui est arrivé il y a quelques instants a été accueilli par son Altesse royale le prince Moulay Rachid après avoir passé en revue un détachement de la brigade légère de sécurité qui rendait les honneurs. Sa Majesté le roi Abdallah II a été salué par le ministre de l'Intérieur Abdelwafil Ftit et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita. Et lors de cette visite d'amitié et de travail, Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein aura des entretiens officiels avec Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et la visite d'amitié et de travail du souverain jordanien dans le royaume sera sans aucun doute l'occasion pour les deux monarques de s'entretenir des évolutions de la question palestinienne, un dossier qui a toujours été en tête des sujets d'intérêt commun à Rabat et Amman, compte tenu du rôle joué par les deux chefs d'État dans la défense de la cause palestinienne. Le contexte actuel, notamment marqué par le transfert l'année dernière de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Al-Quds, s'impose une concertation renforcée entre deux souverains ayant des responsabilités directe dans la défense de la cause palestinienne. Yassine Gwendi et Hind Benaknibi. Pour les deux royaumes comme pour les deux chefs d'État, la cause palestinienne est au cœur des questions d'intérêt commun. Sa Majesté le roi Mohammed VI et Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie sont tous deux de fervents défenseurs du droit légitime du peuple palestinien à établir un État indépendant dans les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Le royaume du Maroc et le royaume de Jordanie font partie des pays arabes qui ont contribué à soutenir la cause palestinienne, que ce soit en ce qui concerne leurs actions lors des sommets internationaux ou au sein de la Ligue arabe. La visite du souverain hachémite au Maroc s'inscrit dans le cadre de la coordination qui existe entre les deux pays sur les questions régionales. La cause palestinienne est en tête de l'agenda des discussions, compte tenu du rôle joué par Sa Majesté le roi en tant que président du comité Al-Quds et de Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie en tant que gardien des lieux saints d'Al-Quds. Les positions marocaines et jordaniennes sont très similaires et ce à de nombreux niveaux au sein de la Ligue arabe, de l'ONU ou d'autres plateformes internationales, des positions qui soutiennent les droits légitimes des Palestiniens. Les deux pays jouent un rôle important pour présenter un front uni dans la défense des droits du peuple palestinien à créer un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Activer l'action et la coopération arabe afin de faire face aux défis régionaux, c'est l'un des buts de la visite de Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie au Maroc, avec l'objectif pour l'axe Rabat-Amman de plaider la cause du peuple palestinien sur la scène internationale. Depuis la signature par Donald Trump d'un décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, les réactions se succèdent dans une déclaration au nom des 28 États membres de l'Union européenne. La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, a indiqué que la position de l'Union en ce qui concerne le statut des hauteurs du Golan n'a pas changé. L'Union européenne ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur ce plateau occupé. L'ONU condamne également le décret américain formellement et la Syrie demande une réunion urgente du Conseil de sécurité.
L'ONU qui appelle également l'ensemble des États membres à soutenir les efforts onusiens sur la question du Sahara, une position exprimée en réponse à une question d'un journaliste au sujet de la déclaration d'appui au processus politique exclusivement onusien adoptée ce lundi par 37 États africains qui participaient à la conférence ministérielle de Marrakech sur l'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional au sujet du Sahara marocain. Je vous le disais en titre, Abdelaziz Bouteflika, lâché par ses soutiens, le parti RND, principal allié du président algérien, a réclamé dans un communiqué rendu public ce mercredi sa démission. Cette annonce faite par l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia intervient au lendemain de la déclaration du chef de l'état-major de l'armée qui a demandé au Conseil constitutionnel de déclarer Abdelaziz Bouteflika inapte pour la fonction. Les développements avec Salima Benabou. L'annonce n'a pas convaincu le pays, comme en témoignent ces pancartes brandies à bout de bras dès ce matin sur la place de la Grande Poste à Alger. La veille, le chef d'état-major des armées a recommandé d'engager la procédure qui permettrait de destituer le président, en proposant la mise en œuvre de l'article 102 de la Constitution. Une provocation de plus pour les manifestants qui dénoncent une ruse qui permettrait à l'armée de reprendre les rênes du jeu politique. L'activation de cet article aurait pu être faite déjà depuis son AVC. Et donc du coup, pourquoi attendre 6 ans après pour l'activer? Il ne s'agit pas du tout d'une solution, c'était un cas d'empoisonné. Parce que là en fait, on garde le système, c'est-à-dire avec cette décision, on a sauvé le système. La décision de prendre l'article 102 en considération, je trouve que c'est déjà, on peut dire, c'est périmé. C'est en retard. Autre crainte liée à l'état d'empêchement de Abdelaziz Bouteflika, celle de voir en effet un nouveau président de la République, mais pas un véritable changement de régime. Le train est déjà passé, ça fait 7 ou 8 ans qu'on attend le changement. Maintenant le soulèvement populaire, avant en 90 c'était un soulèvement des partis et maintenant c'est un soulèvement populaire. Et le soulèvement populaire, il demande le départ de tout le gouvernement. La volonté populaire n'a pas été respectée. Parce que le mot d'ordre était clair, net et précis, les revendications sont claires, c'est de dégager tout le système. Un 6e mouvement est prévu ce vendredi pour appeler à un changement de régime. En parallèle, le camp des soutiens du président, lui, se fissure. Après Gaïd Salah, c'est au tour du RND, parti d'Ahmed Ouyahia, de faire volte-face. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, le principal allié du clan Bouteflika a demandé la démission du président. Avec moi sur le plateau, notre consultant et expert en relations internationales, professeur Khalid Chegraoui, bonsoir. Bonsoir. Alors, le chef de l'état-major de l'armée algérienne a appelé hier au départ du président algérien. Il a même proposé d'activer la procédure d'empêchement du président. Quelle lecture on peut faire de ce divorce entre Bouteflika et l'armée ? Déjà, la déclaration de M. Gaïd Saleh, du général Gaïd Saleh, démontre clairement qui détient les rênes du pouvoir en Algérie. Et on sait aujourd'hui clairement que l'armée contrôle l'ensemble des structures du pouvoir en Algérie. D'ailleurs, il n'est pas des prérogatives du général Gaïd Saleh de faire appel à l'application de l'article 102 du moment que le Conseil constitutionnel est de plein droit le seul capable de faire cet appel. Et d'ailleurs, il ne s'est réuni qu'après l'appel du général. Et bien sûr, l'ensemble des acteurs qui étaient autour du clan Bouteflika se sont tous éparpillés aujourd'hui et tout le monde aujourd'hui soutient l'appel à l'application de l'article 102 qui aurait pu être appliqué bien avant, juste après la maladie, la longue maladie de M. Bouteflika. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de changer les règles du jeu, les alliances sont en train de se changer et il paraît clair que les militaires qui contrôlent le pouvoir sont en train de vouloir gagner du temps afin de pouvoir présenter une certaine ou une candidature pour les prochaines élections. Du moment que si ils ont attendu le mois d'avril, il y aurait un problème constitutionnel, celui de la vacance du pouvoir après la fin du mandat de M. Bouteflika, qui refusait apparemment de quitter son fauteuil. Le fait d'avoir annulé les élections d'avril est inconstitutionnel. Donc il y avait énormément de problèmes et je pense que les militaires sont en train de chercher à gagner du temps du moment que cette situation va leur donner 90 jours de répit et il se peut à travers un certain nombre de négociations avec d'autres détenteurs et d'autres acteurs qui sont toujours là présents
afin de trouver un personnage qui pourra plus ou moins être accepté par la société. Il ne faut pas oublier aussi que la haute instance qui va régir les élections, elle est déjà formalisée, elle est déjà constitutionnelle et nul ne peut la changer, sûrement du moment que l'intérim est juste technique d'ailleurs. Alors, Abdelaziz Bouteflika est lâché par ses alliés, on a ces nouvelles alliances. Vers quoi on se dirige? Quel est ou quels sont les scénarios qui semblent les plus plausibles? Déjà, on voit très très bien que le RND est sorti de l'arène avec M. Ouihia qui a déjà été éjecté par le clan Bouteflika. On n'entend pas trop la famille ces derniers temps, personne n'en parle, on ne sait pas ce qui s'y passe, mais il est clair qu'ils sont en perte de pouvoir réel. Aujourd'hui, le général Gaïd Saleh, si il est dans ce poste, c'est grâce aussi au président Bouteflika qui l'a amené lors de sa présidence. En fait, c'était un personnage qui était sur le point de quitter l'instance militaire et de partir à la retraite. D'ailleurs, il s'est bien vengé de ses anciens collègues, que ce soit le général Ammari, même Mediane alias Tawfiq qui a été éjecté, qui était le grand directeur de la DRS, de la sécurité militaire. Je pense qu'aujourd'hui, M. Gaïd Saleh est en train de formaliser un certain nombre de relations et de se mettre en place et se préparer une nouvelle forme du système. Le grand problème aujourd'hui, c'est que la société refuse ce système, qu'il soit de Gaïd Saleh à notre président. La société algérienne refuse ce système, mais il paraît qu'on est aujourd'hui en train de jouer sur des manipulations pour contrer la mouvance populaire et il paraît que les choses vont se compliquer de plus en plus si on n'arrive pas à trouver un candidat accepté par l'ensemble des acteurs politiques de la scène algérienne. Professeur Khaled Chegraoui, merci pour cet éclairage. Un mot d'économie à présent avec cette réunion de la Commission nationale des investissements présidée par le chef du gouvernement, Saïd El Athmani. Le montant total des investissements approuvés lors de cette séance de travail se chiffre à 23 milliards de dirhams pour 28 projets devant générer plus de 4300 emplois directs et près de 8000 emplois indirects par secteur. Le transport et les infrastructures s'adjugent le plus gros lot avec 42% des investissements projetés. Mais en termes d'emploi, c'est l'industrie qui arrive en tête, suivie du tourisme. La grève dans le secteur de l'éducation nationale se poursuit malgré les réunions qui s'enchaînent. Le ministre de l'Éducation nationale, Saïd Hamzazi, a tenu ce mercredi une conférence de presse sur la situation des enseignants des académies régionales. Le point avec Amina Ben Khadr. Il n'y a pas lieu de parler de contractualisation. Ce mode de recrutement a été définitivement abandonné. C'est le message envoyé par Saïd Hamzazi et Mustafa Al-Khelfi lors de ce point de presse visant à communiquer autour de la situation des enseignants cadres des académies régionales d'éducation et de formation. Nous avons définitivement abandonné la contractualisation. Nous avons changé les statuts des cadres de ces académies. Il s'agit dorénavant de recrutement de fonctionnaires dans le cadre de la fonction publique régionale. Pour le ministre de tutelle et le porte-parole du gouvernement, la coordination nationale des enseignants n'a plus lieu à lancer des appels à manifester. Il est l'heure, selon Saïd Hamzazi et Mustafa Al-Khelfi, de rattraper les heures perdues et d'assurer le droit des enfants à la scolarisation. Je demande à ces enseignants de regagner leur classe. Nous leur offrons toutes les garanties pour leur dire qu'ils ne seront pas lésés. En revanche, je tiens à préciser que tout arrêt du travail aura comme conséquence des prélèvements sur salaire. L'intérêt des élèves est aussi important que celui des enseignants. Nous les appelons donc à assurer le temps scolaire pour que nous ne soyons pas obligés de prendre des mesures administratives. Ces cadres devenus après changement de statut des fonctionnaires de l'administration publique régionale bénéficieront des garanties nécessaires à la stabilité professionnelle et à la sécurité de l'emploi, affirme l'exécutif. Il assure également que dans le cadre de la réforme des régimes de retraite, il procédera à la fusion de la caisse de retraite marocaine et du régime collectif d'allocation de retraite.
Vous le savez, le chef de l'Église catholique est attendu ce week-end au Maroc à l'occasion de la visite du pape François. Nous nous intéresserons aux relations entre le Maroc et le Vatican, aux valeurs de coexistence interreligieuse et de vivre ensemble, mais aussi aux lieux de culte. Ce soir, focus sur la cathédrale Saint-Pierre à Rabat, le plus ancien édifice religieux chrétien au Maroc. La première pierre de cette cathédrale a été posée en 1919 avant qu'elle ne soit inaugurée en 1921. Reportage Marie Mamellel, le récit est de Sarah Jabri. Un dimanche matin, à la cathédrale Saint-Pierre à Rabat, les fidèles chrétiens catholiques se réunissent pour célébrer la messe. Des étrangers résidant au Maroc issus d'une quarantaine de pays et qui jouissent d'une liberté de culte pleine. Dans ce pays, les chrétiens, comme les juifs, ont autant que les musulmans la liberté de prier, de faire monter vers Dieu une prière pour que le Maroc soit un beau signe de paix au milieu des peuples de la terre. Il y a un an exactement, j'étais ordonné évêque ici dans cette cathédrale qui est la mienne et qui est celle de toute la communauté chrétienne du diocèse de Rabat. La cathédrale veut dire le siège. Cathèdre, c'est la chaise depuis laquelle l'évêque prêche et annonce la parole de Dieu. Alors l'église cathédrale, c'est la plus importante de toutes les églises d'un diocèse. La cathédrale Saint-Pierre de Rabat fête cette année les 100 ans de son édification. Si elle a été inaugurée en 1921, le chantier de sa construction a été lui lancé en 1919, ce qui en fait l'édifice chrétien le plus ancien au Maroc, un bijou architectural qui aborde une façade de style presque art déco. Le style de l'époque, le beau style art déco, on a édifié cette cathédrale au centre de la ville. On l'a complétée, on trouvait qu'elle ne faisait pas assez solennelle, donc on a aménagé les deux grandes tours qui sont à l'entrée en 1937. C'est M. Laporte, un des grands architectes du protectorat, qui l'a imaginée, qui l'a construite. Ici, la messe est célébrée presque tous les jours et au fil des années, la cathédrale Saint-Pierre est devenue un symbole de tolérance, de coexistence et d'ouverture. Les valeurs d'un Maroc pluriel, un Maroc qui a été et qui reste toujours fortement attaché à la promotion et à la défense des valeurs suprêmes de l'humanité. Direction Marrakech qui abrite la 12e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion, les nouveaux médias et leur influence sur l'industrie audiovisuelle africaine est le thème autour duquel se tient cet événement qui réunit les représentants des radios et télévisions nationales du continent. Reportage Izza Sharqi et Mohamed Chima. Évaluer le rôle des régulateurs dans le processus de migration de l'analogie au numérique, tel est l'objectif de ce congrès qui a réuni plusieurs professionnels africains de la télévision et de la radio. L'occasion de rappeler l'importance du progrès technologique dans le développement du secteur de l'audiovisuel. Plusieurs recommandations seront adoptées à l'issue de ce congrès, notamment en ce qui concerne une nouvelle approche et stratégie commune à plusieurs pays africains dans le secteur de l'audiovisuel, mais aussi l'accompagnement de la communication numérique dans les mutations de la société africaine. Les participants ont également rappelé la nécessité d'adapter les programmes ainsi que les méthodes de diffusion pour remplir au mieux le rôle fédérateur, pédagogique et culturel des acteurs de l'audiovisuel du continent africain. La nouvelle conception, n'est-ce pas, que l'on devrait avoir des médias audiovisuels, des médias de services publics qui fassent, n'est-ce pas, à la mutation de la société, doivent eux aussi s'adapter. Il faut savoir quelle information donner pour que les populations soient véritablement amènes de comprendre la réalité véritable dans tous les cas. Pour même nous développer aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une certaine synergie pour toutes les informations qui passent. L'Union africaine de radiodiffusion ambitionne à lancer un réseau d'échange de programmes des télévisions membres et mettre en place une banque de contenu pour soutenir cette initiative. Nous terminons cette édition avec Travel West, une exposition qui réunit 33 artistes de 18 pays d'Afrique et qui constitue un panorama de la création récente d'artistes du continent et de sa diaspora. C'est à découvrir jusqu'au 20 mai à l'espace Actua à Casablanca. Ce sont des images de Amin Hiddou commentées par Samia Haris.
Un foisonnement artistique aux couleurs de l'Afrique pour exprimer la créativité d'une trentaine d'artistes du continent. L'exposition Travel West, contraction de West et East, Est et Ouest, c'est aussi une belle image de l'effervescence et de la jeunesse artistique africaine. Nous avions 3 catégories d'artistes qui sont les jeunes espoirs, les artistes émergents et les artistes consacrés. Pour cela, nous avons fait appel à notre partenaire, l'association Arcane, qui était à même de pouvoir nous procurer des œuvres de ces artistes-là et de tous ces pays. Les artistes abordent toutes les thématiques qui touchent les sociétés des pays africains, du nord au sud. L'environnement, la mondialisation, l'engagement féminin à travers différents médiums, une traduction de leurs espoirs et de leurs craintes. Dans mes toiles, j'essaie de transmettre des messages. Pour moi, les choses peuvent paraître très simples, mais elles peuvent cacher des sous-entendus quelquefois très compliqués. Ce que vous voyez, tous ces grillages-là, en fait, c'est les Africains qui sont derrière. C'est un peu les gouttes d'eau, c'est un peu les larmes, et c'est aussi l'emprisonnement. Cet emprisonnement, ils veulent bouger, ça bouge l'Afrique, mais ils sont encore complètement bloqués par quelque chose. Une exposition qui met à l'honneur la jeune création africaine, le reflet du dynamisme actuel de la scène artistique du continent. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le souverain du royaume hachémite de Jordanie est au Maroc pour une visite d'amitié et de travail de 2 jours à l'invitation de Sa Majesté Mohammed VI à sa descente d'avion à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca. Le souverain hachémite a été accueilli par son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Et lors de cette visite, Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein aura des entretiens officiels avec Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.